Alors, je suis heureux d'accueillir à Créteil la mise sur orbite du collectif Racine 94. Bienvenue à Alain Blot, président du collectif Racine, Émeric Durox, coordinateur du collectif Racine pour l'Île-de-France et secrétaire départemental du collectif Racine pour la Seine-et-Marne. Et enfin, Marie-Agnès Houck, que je ne reçois pas parce qu'elle est chez elle, secrétaire départementale donc, du nouveau collectif Racine 94 et par ailleurs conseillère municipale de la ville de Créteil. Nous sommes en ce moment heureux, disais-je, car le travail de ce collectif est une œuvre de culture publique, comme on peut parler de salut public. Et ces métastases doivent couvrir toute la France. En effet, notre école est en décomposition avancée, avec, après Payon et maintenant Najat. La volonté des patriotes appelle au redressement de l'école. Nos minuscules élites politiques ne cessent depuis 40 ans d'empiéter sur notre souveraineté. Pour saper une nation, il suffit de décérébrer sa jeunesse, ce qui est infiniment plus facile que de jouer du canon. La jeunesse de France sait en effet de moins en moins ce que penser en français veut dire. Le but étant la soumission germano-européiste, soumission à l'OTAN, soumission au TAFTA. Quand on ne sait plus d'où on vient et quelle est son identité, on n'aspire à rien et on est extrêmement manipulable. Les patriotes veulent renouer avec leurs humanités, car tout ce qui est transhumain a un pied à Bruxelles. Ils veulent que l'école renoue avec sa tradition de liberté d'expression et d'émancipation, afin d'apprendre à nouveau à la jeunesse de France qu'en naissant, elle est héritière d'un formidable trésor culturel et patrimonial légué par ceux qui nous ont précédés et qui ont fait la France. Une transmission vitale pour que les filles et fils de France apprennent à dire « je », mais aussi à dire « nous », car c'est ainsi que chacun comprend l'intérêt de faire peuple. Désormais, cette transmission est au contraire totalement soluble dans l'inclusion des clandestins, le multiculturalisme, le gender, les droits de l'homisme, toutes ces soi-disant valeurs qu'une classe politique hors sol et haineuse de la France a érigées en dogme. Non, la France, ce n'est pas une addition de valeurs, la France, ce sont des vertus qui doivent s'enseigner de nouveau à l'école. Pour qu'à nouveau, connaissant le roman national, les jeunes puissent dire de nouveau l'hymne abrégé de toute nation, comme disait Renan, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. Soutenons donc de toutes nos forces les travaux et les initiatives du collectif Racine, afin de les aider à goûter les savoranols aux petits pieds hors d'une école sanctuarisée et apaisée. Permettez-moi de terminer mon propos par les vers de Corneille, parce que pour comprendre Racine, il faut connaître Corneille, vous savez, la dialectique culturelle, en remplaçant bien sûr les armes par des stylos plumes. Quoi tu t'opposes à moi, qui t'a rendu si vain, toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main. Merci. Je remercie tout d'abord M. Bourse-Provence de nous recevoir aujourd'hui en cette permanence. Je suis ravi que nous procédions au lancement de la 21e section départementale du collectif Racine, de celle-ci en particulier, puisqu'elle était prévue depuis de longue date. Je remercie donc Marie-Agnès Houck, avec laquelle je suis en contact donc depuis assez longtemps, de bien vouloir prendre la responsabilité de cette nouvelle section du collectif Racine, le rassemblement des enseignants patriotes et des parents, puisque nous sommes à présent également ouverts sur le mode de l'adhésion de soutien aux parents d'élèves. Je vous remercie de votre présence à tous et je salue bien sûr Émeric Durox qui vient d'être présenté, que nous entendrons tout à l'heure, de même que M. Dubreuil, notre secrétaire général qui a fait le déplacement, et Arnaud de Rignier, notre directeur de l'administration.
Bien, pour parler de façon assez générale du collectif, qui a accédé à une certaine notoriété, je crois, à présent, eh bien, effectivement, nous avons une double tâche. Une première tâche qui consiste à rendre public les diagnostics que nous posons sur la situation du système scolaire et universitaire, et ce faisant, d'articuler à ces diagnostics eh bien, des propositions de redressement. À cette fin, nous nous adressons, en premier lieu, en tout cas, c'est l'esprit d'origine, eh bien, aux enseignants, qui, de toute évidence, sont de plus en plus nombreux, non seulement à nous identifier, mais également à reconnaître le bien fondé de ce que nous disons, tant au niveau donc diagnostique que propositionnel. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, nous, depuis notre origine, en réalité, eh bien, nous nous implantons, vous avez parlé de métastase, nous nous implantons effectivement. Donc je le disais, c'est la 21e section départementale que nous inaugurons aujourd'hui. Nous sommes implantés en réalité dans les 4 coins de France, y compris là où on ne nous attendait pas forcément, puisque si notre première section lancée fut celle du Var, nous avons enchaîné ensuite avec la Loire-Atlantique et le Finistère, et à ce titre, nous avons déjà commencé à surprendre. L'autre finalité qui est la nôtre, et serais-je tenté de dire, eh bien, qui est peut-être la partie la plus noble, quoique la moins visible de notre travail, c'est évidemment de travailler à l'élaboration, à la construction du grand plan de redressement de notre système scolaire et universitaire, dont le système scolaire et universitaire ont tant besoin. Nous élaborons en effet un programme présidentiel dans sa partie éducation, formation, recherche et enseignement, bien sûr, et nous entendons bien sûr, inscrire ce travail que nous faisons dans l'histoire à la faveur de l'accès de Marine Le Pen à l'exécutif suprême. Je voudrais donc dans un premier temps dresser un diagnostic, mais vous reconnaîtrez sans nul doute ce que vous savez tous déjà, un diagnostic de la situation qui est celle de notre école aujourd'hui, pour, dans un deuxième temps, eh bien, aborder ce qu'il en est, de ce que l'on peut attendre des forces politiques qui alternativement eh bien, s'échangent les postes de responsabilité, et en un dernier temps, eh bien, je vous présenterai quelques-unes des principales voies de redressement de notre système scolaire et universitaire, voies sur lesquelles donc nous travaillons. L'école aujourd'hui se porte très mal et l'université ne se porte pas mieux. Elle s'est trouvée en effet ravagée, ils ont tout cassé, c'était un slogan, je crois déjà ancien, d'une campagne électorale passée. Ils ont tout cassé en effet, et particulièrement notre système scolaire. L'école est dans un état de délabrement avancé. À titre d'indication, nous avons une très large proportion des enfants qui sortent de l'école primaire sans maîtriser du tout les fondamentaux. On a par ailleurs refusé, du même mouvement que d'ailleurs on enseignait de moins en moins les fondamentaux, on a refusé d'opérer la moindre sélection à aucun niveau, si bien que le bac n'est même plus un palier de sélection. Nous sommes à 76% de bacheliers dans une classe d'âge. La sélection s'opérant de façon beaucoup plus perverse et beaucoup plus retorse un peu plus loin à l'université, puisqu'il faut mettre en regard ce chiffre, comme nous le faisons dans notre brochure qui est à votre disposition ici même, de 76% de bacheliers sur une classe d'âge et de 56% d'échecs en première année d'université. On laisse ainsi s'embarquer, si je puis dire, dans des filières universitaires sans chance de réussite et souvent même sans déboucher pléthore d'étudiants, en les induisant en erreur, en les maintenant dans l'illusion du même mouvement qu'on maintient dans l'illusion leur famille, et tout le monde n'a pas la possibilité, n'en a pas les moyens, n'a pas la possibilité, comme le leader du syndicat UNEF, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, eh bien, de demeurer étudiant à l'âge de 30 ans. Voilà pourtant ce que produit l'absence de sélection à l'université. Bon, nous avons par ailleurs, je l'évoquais, quelque chose de dramatique concernant l'enseignement des fondamentaux. La réforme du collège, puisque c'est l'actualité éducative en cours,
qui a été concocté par Najat Vallaud-Belkacem accroîtra encore le désastre, puisque nous avons fait bien entendu le compte, les enfants perdront encore un horaire, une partie extrêmement conséquente de leur horaire, notamment et surtout en français. L'université, elle aussi, ne fonctionne pas pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure concernant la sélection, l'absence de sélection plus tôt, mais aussi parce que la loi de 2007 eh bien, a accru, en donnant une plus grande autonomie aux universités, les disparités entre celles-ci. Il y a en effet des universités qui sont véritablement dans la difficulté en termes de financement particulièrement. Je pourrais évidemment développer encore très longuement l'ensemble des dysfonctionnements dont souffre notre système, mais je voudrais donc aborder la chose de façon plus politique. Bien sûr, il n'est pas question de se tenir dans l'illusion selon laquelle eh bien, le parti, l'UMP, aujourd'hui appelé les Républicains, les autoproclamés Républicains, cela constitue quasiment une antiphrase du reste, eh bien, pourrait redresser la situation. La réalité de l'histoire des réformes éducatives le montre. Les socialistes et l'UMP se sont alternativement passé les responsabilités et finalement les réformes qui ont conduit le système dans cette situation sont imputables aussi bien aux républicains ex-UMP qu'aux socialistes. Rien n'est à attendre d'eux. Ils tenaient d'ailleurs, ces républicains, une convention sur l'école, comme nous en tiendrons une pour notre part entre les mois de septembre et décembre, la date n'est pas encore fixée autour de notre présidente. Ils tenaient une convention sur l'école eh bien, le 6 avril dernier. Lors de cette convention, ils ont fait paraître un document de 16 pages, si ma mémoire est bonne, qui présentait en quelque sorte, ou qui constituait en quelque sorte un avant-goût de leur programme présidentiel. Ce document est intéressant, c'est pourquoi je choisis de l'évoquer, en ceci qu'ils énoncent dans ce document un certain nombre de principes qui sont exactement ceux que nous-mêmes nous énonçons. Particulièrement le principe de rétablissement de l'autorité des maîtres, particulièrement le principe de retour à l'enseignement des fondamentaux, et bien entendu, il est piquant de voir des gens, un mouvement politique qui est donc co-responsable du désastre de notre école, eh bien, en période électorale, renouer avec le bon sens et converger avec nous sur leurs annonces. Bien entendu, les Républicains conduiront, s'ils étaient au pouvoir, conduiraient exactement les mêmes réformes que l'actuel gouvernement a pu conduire. D'ailleurs, la réforme du lycée, qui est le fait des Républicains ex-UMP, trouve son exact pendant au niveau du collège avec la réforme en cours, celle de Najat Vallaud-Belkacem. Donc, bien entendu, nous n'avons strictement rien à attendre de ces gens et nous en avons la conviction. En revanche, bien entendu, il se trouve que quelque chose, une petite révolution culturelle, s'est produite au niveau de notre propre famille politique. Cette révolution culturelle, eh bien, ce fut le fait que des enseignants bleu marine ont émergé dans un premier temps très timidement, et aujourd'hui ne sont plus timides et sont, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus nombreux depuis la naissance du collectif Racine. Je le disais également, nous travaillons sur des voies de redressement de notre système scolaire et universitaire, dont je voudrais vous présenter quelques pistes, puisque c'est donc la plus grande partie de notre activité. Tout d'abord, le bon sens imposera de réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire, bien entendu, à partir de l'école primaire, car c'est de l'école primaire que dépend d'abord l'égalité des chances. Nous menons ainsi une réflexion de fond dans le cadre de notre groupe de travail sur l'école primaire, qui réunit, comme tous nos autres groupes, eh bien, des spécialistes, des experts, mais aussi nombre de praticiens. Nous menons une réflexion de fond sur ce que doivent être les enseignements dispensés au niveau du primaire et surtout sur ce que doivent être les méthodes d'enseignement. Très significativement, ce qui concerne l'apprentissage de la lecture. Les méthodes actuelles relèvent en effet de la fausse modernité. Ce sont des méthodes
qui ne sont plus, certes, purement globales, mais qui sont pour partie globales, c'est-à-dire qu'on prétend, et on prétend depuis une bonne trentaine, voire une quarantaine d'années, procéder ainsi, eh bien, faire apprendre aux enfants à lire en leur faisant identifier le mot dans sa globalité, qu'on relie eh bien, à des images. Eh bien, ces méthodes sont faussement modernes en réalité, parce que ce que nous apprennent les études neurologiques les plus récentes, c'est au contraire que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase, c'est-à-dire que cela valide le principe selon lequel il faut que la lecture soit enseignée par la méthode syllabique, à l'exclusive de toute autre méthode. Il faut donc mettre hors la loi l'apprentissage de la lecture selon d'autres méthodes. De façon plus générale, nous travaillons et nous pouvons bien inscrire bien sûr tout cela dans le projet présidentiel sur la nécessité de recentrer l'école sur ses missions essentielles. C'est en effet, ce n'est pas l'élève en effet qu'il s'agit de placer au centre, comme le proclamait la catastrophique réforme, enfin loi d'orientation et de programmation de 1989 de Lionel Jospin. L'élève ne doit pas être situé au centre du système, et on a vu à quoi cela conduisait, c'est-à-dire à la relégation progressive du savoir à sa périphérie. Nous voulons, au contraire, placer au centre du système la nécessaire transmission du savoir et des savoirs fondamentaux, tout particulièrement au niveau de l'école primaire. Il faudra, pour parvenir à procéder de la sorte, eh bien, il faudra également, point majeur, rétablir les maîtres, les enseignants, dans leur autorité. À ce propos, une petite remarque s'impose. L'autorité n'est pas à confondre avec la sanction. La sanction, d'une certaine façon, révèle au contraire la faillite de l'autorité. Lorsque l'on parle d'autorité, on parle bien du respect que doivent inspirer les maîtres, parce que justement, leur mission est reconnue comme noble, et la noblesse de la mission des maîtres, des enseignants, c'est effectivement la transmission du savoir. Et puis, nous travaillons également, bien sûr, sur cette question cruciale. Il nous faudra renouer avec des pratiques de sélection juste, bien entendu. J'ai dénoncé tout à l'heure l'hypocrisie qui consiste à ne pas vouloir opérer de sélection. Eh bien, dans le bien des enfants, dans le bien des étudiants, il faut qu'il y ait des paliers de sélection. Nous nous étions prononcés dès l'élection présidentielle de 2012 en faveur d'un apprentissage précoce, l'apprentissage dès 14 ans. Ce point demeure évidemment intangible. Pour cela, il faut que le collège renoue avec la pratique de la sélection juste. Nous savons, les enseignants le savent bien, quels sont ceux de nos élèves qui ont vocation à suivre des études générales, théoriques, ceux qui, au contraire, ont des aptitudes et un goût pour les pratiques professionnelles, disons. Eh bien, il faut donc, à ce titre, renouer avec la pratique de la sélection, et ceci dès l'école primaire. Parallèlement, et c'est là une des questions, là aussi, tout à fait majeures sur laquelle nous travaillons, il va falloir que nous procédions à la réhabilitation, à la revalorisation effective de l'ensemble de la voie professionnelle, qui ne doit plus être une voie de relégation, telle qu'elle est perçue par les familles et par les enfants bien souvent, et nous avons véritablement des idées extrêmement concrètes pour y parvenir, particulièrement l'instauration de grandes écoles professionnelles auxquelles prépareraient des classes préparatoires professionnelles qui pourraient, le symbole serait fort, eh bien, être inscrites dans les grands établissements, les établissements prestigieux, les lycées prestigieux du centre-ville. Par ailleurs, autre voie de réflexion, eh bien, il faut que l'école parvienne effectivement à former de futurs citoyens, libres et éclairés. On pourrait faire, il y aurait là aussi beaucoup à dire, la critique de ce qui s'est fait en matière d'instruction civique depuis une bonne trentaine d'années. Même s'il y eut jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans, un prétendu enseignement intitulé « Éducation civique, juridique et sociale », cet enseignement, comme son successeur, l'EMC,
l'éducation morale et civique sont en réalité des farces. On a prétendu, dans le cadre de ces pseudo-enseignements, organiser des débats sur les préoccupations de l'époque, sur le développement durable, sur la lutte contre les discriminations, et que sais-je encore. On n'a pas, depuis 40 ans, parce qu'aucun ministre n'en a eu la volonté véritable, eh bien, dispenser un véritable enseignement d'instruction civique. Eh bien, nous y réfléchissons. Selon notre réflexion en cours, il s'agira de dispenser dès un âge précoce, dès l'école primaire, c'est concevable, des notions de fonctionnement de nos institutions, des notions de droit constitutionnel aussi, une éducation à la défense également, et également, qui d'ailleurs, éducation à la défense, est prévue par la loi, même si, le fait est là, les enseignants, dans leur quasi-totalité, se soustraient à cette obligation pourtant qui leur est faite de dispenser une éducation à la défense. Nous voulons aussi que cet enseignement civique véritable eh bien, permette d'éveiller et de nourrir l'exercice du sens critique, chose qui est ô combien nécessaire en des temps où nos enfants et nos jeunes sont constamment submergés par des contenus médiatiques qui tentent au contraire à jouer, vous l'avez dit, sur l'abolition, la disparition et le non-exercice de l'esprit critique. Nous voulons également, cela est absolument fondamental, que l'école renoue avec la culture nationale. À cette fin, il faut effectivement qu'elle recouvre le bon sens en transmettant notre héritage national et en donnant des raisons véritables aux enfants et aux jeunes de France d'être fiers d'être français. Il y aurait là encore beaucoup à dire. Nous posions la question dans l'éditorial de notre dernière lettre mensuelle, qui est un 32 pages que vous trouverez en quelques exemplaires sur cette table également. Nous posions la question de savoir où Najat Vallaud-Belkacem puise-t-elle sa détestation de la France pour en liquider aussi soigneusement, par les réformes qu'elle met en œuvre, eh bien, l'héritage. En effet, un coup mortel est porté par la réforme du collège qui doit entrer en application à la rentrée prochaine à l'enseignement des langues mortes, des langues anciennes, devrais-je dire plutôt, du latin et que dire du grec. Or, cet enseignement du latin, longtemps, ne fut pas du tout un enseignement élitiste au mauvais sens du terme. Des élèves devaient leur réussite ou leur promotion sociale via l'école au fait qu'ils avaient étudié le latin. Et le latin est effectivement un enseignement tout à fait primordial en ceci qu'il permet aux élèves de prendre la mesure de leurs racines et qu'il jette par ailleurs un éclairage eh bien, irremplaçable sur la grammaire et le fonctionnement de la langue. Nous voulons également, Émeric a peut-être prévu d'en parler puisqu'il enseigne l'histoire, eh bien sûr que l'enseignement de l'histoire renoue avec notre histoire nationale. Le fait est que des pans entiers de l'histoire de France ont progressivement disparu de l'enseignement de l'histoire. C'est là un impératif majeur. Nous voulons par ailleurs, ce sera ma dernière piste, parce qu'une république volontariste eh bien, ne pourra réformer l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qu'en leur donnant des directives suivies des faits, nous réfléchissons aux modalités de la nécessaire et de la progressive recentralisation de leurs administrations. Nous étudions en effet finement, avec beaucoup d'attention et d'intérêt, les politiques éducatives passées. Eh bien, il se trouve que parfois, à la marge, des ministres ont eu de fort belles intentions qui n'ont pas réussi à traduire en directives suivies des faits, justement du fait d'une inertie de l'administration centrale. D'abord, rapidement me présenter. J'ai bientôt 49 ans, je suis maman de 2 grands-enfants de 27 et 23 ans. Originaire de Picardie, j'habite la région parisienne depuis bientôt 30 ans et Créteil depuis 13 ans, où je suis institutrice en école élémentaire depuis 13 ans également. J'enseigne en classe de CP depuis de nombreuses années, ce qui me fait dire que je connais plutôt bien la problématique de l'école élémentaire et surtout celle du cycle 2. Je suis également conseillère municipale d'opposition à Créteil et responsable du secrétariat administratif pour la fédération.
Actuellement, dans le Val-de-Marne, le collectif compte une quarantaine d'enseignants, dont 20 travaillent sur différents thèmes, allant de l'enseignement primaire, donc maternel et élémentaire, à l'enseignement supérieur, la recherche, en passant par la formation professionnelle et l'apprentissage. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement tous nos contributeurs pour leur engagement et leur participation à notre réflexion. Pourquoi avoir choisi de rejoindre le collectif Racine? Mais je dirais que j'ai trouvé au sein du collectif la possibilité d'échanger, de partager, de réfléchir autour de thèmes et de valeurs éducatives qui me sont chères et qui, à mes yeux, font de plus en plus défaut dans le système scolaire actuel. Ces valeurs transmises de génération en génération, celles qui forgeaient l'individu et transformaient un petit enfant sans défense en un adulte respectueux et responsable de ses actes, ces valeurs qui faisaient de l'école un sanctuaire respectable et respecté de tous les citoyens, ces valeurs qui donnaient aux maîtres la mission de transmettre des savoirs et qui ne faisaient pas d'eux des animateurs de groupe ou des artisans de propagande idéologique. Le collectif Racine, pourquoi faire? Le but essentiel, comme cela a déjà été précisé au début des interventions, c'est de rassembler les enseignants patriotes soucieux de redonner à notre système éducatif la place d'exception qu'il a aux yeux de tous, qu'il avait aux yeux de tous, et qu'il perd peu à peu. Il a pour vocation de recueillir les expériences, les attentes des enseignants et d'être une véritable force de proposition pour l'élaboration du programme présidentiel de Marine Le Pen. De plus en plus de collègues déplorent la dégradation des conditions d'enseignement et l'effondrement du niveau global des élèves. Le constat n'est en effet guère réjouissant. Tout d'abord, nous assistons à une augmentation très importante des situations conflictuelles entre parents et enseignants, entre élèves et enseignants. Les situations de violence sont monnaie courante dans certains établissements. Le respect du maître ou des décisions de l'institution passe maintenant après la volonté de ne surtout pas faire de vagues, de cacher les difficultés. Vous avez sans doute entendu parler de cette affaire à Créteil, cette jeune fille de 12 ans, élève d'un collège de Créteil, martyrisée par 3 élèves de 13 à 15 ans. Quel parent ne serait pas outré et meurtri de voir son enfant ainsi torturé? Notons que les auteurs de ces actes ne sont pas des adultes déséquilibrés, mais des jeunes filles de 13 à 15 ans. Dans ce même collège, un autre élève s'est confié à ses professeurs, dénonçant des faits de harcèlement, de raquettes, et se plaignant du peu de compassion dont a fait preuve l'institution. Selon ses dires, on lui aurait même répondu que son affaire n'était pas si grave en regard des blessures de la jeune fille précédente. Certes, mais tout de même, pour lui, c'est plutôt circuler, il n'y a rien à voir. En matière de sécurité et de respect de l'institution scolaire, nous devrons appliquer la tolérance zéro. Les fauteurs de troubles doivent être sanctionnés et l'ultraviolence que nous connaissons dans certains établissements doit être traitée avec la plus grande sévérité. Deuxième point, les exigences communautaires au sein des établissements scolaires vont croissantes. Pour éviter les conflits, mais également pour chouchouter de potentiels électeurs, les gouvernements ont cru bon de céder peu à peu face au communautarisme. Nous en mesurons maintenant les conséquences dramatiques. Les exigences religieuses sont maintenant ancrées jusque dans de nombreuses cantines scolaires. Les repas de substitution, sous couvert de respect des religions, ne font en réalité que différencier, cataloguer les élèves selon leur appartenance confessionnelle. Pour exemple, à Créteil, sur la dernière période de 39 jours, les 8 semaines entre chaque vacances, seuls 4 plats à base de porc ont été proposés aux élèves. Quand on connaît le prix de cette viande, on se demande bien pourquoi. Autre exemple significatif, le repas du vendredi saint. Figurez-vous que ce jour-là, un repas de substitution à la viande était prévu comme d'habitude, mais comme d'habitude, il était réservé aux enfants ne mangeant pas de porc ou pas de viande du tout. Le plat sans viande a ni plus ni moins été refusé aux enfants ou adultes catholiques l'ayant demandé. Nous voyons ici jusqu'où la soumission aux exigences communautaires nous a menés. On accorde aux religions minoritaires des droits que l'on refuse à la religion encore majoritaire en France. Le véritable respect de toutes les sensibilités, de toutes les croyances, doit passer par un menu unique dans les cantines. Troisième point, un nombre toujours plus important d'élèves ne maîtrisent pas les compétences fondamentales nécessaires
à la construction de savoirs plus pointus et ignorent même parfois les compétences minimales en lecture ou en calcul permettant l'autonomie dans leur vie d'adulte. Beaucoup trop d'élèves quittent le système scolaire sans aucun diplôme, sans aucune formation et souvent même sans aucune envie réelle de réussir. Il nous faudra revenir sur les interdictions de redoublement et réfléchir aux modalités d'évaluation, aux conditions de passage en année supérieure, au cursus à mettre en place pour la réussite de tous. La véritable égalité pour tous les élèves devant l'accès aux connaissances n'est plus assurée. L'uniformisation des parcours à travers le collège unique a créé une machine à fabriquer de l'échec. Le modèle du collège unique doit être aboli pour que chaque élève puisse trouver sa voie au travers d'une filière, qu'elle soit courte ou longue, mais une voie véritablement choisie. Mieux vaut un maçon ou un électricien épanoui dans un métier fait pour lui et qui lui plaît qu'un bureaucrate par obligation, névrosé ou un chômeur déprimé. Cinquième et dernier point, la propagande idéologique et politique, de moins en moins camouflée, et ses théories pseudo-progressistes n'est en fait qu'un moyen de niveler par le bas pour mieux conditionner les futurs acteurs de la mondialisation. Des ABC d'égalité à la théorie du genre, du laxisme bienveillant au fameux vivre ensemble. Tout est fait pour que nos élèves ne deviennent plus des citoyens instruits, critiques et forts, mais des bisounours incultes obéissant au doigt et à l'œil au système. La politique et l'idéologie n'ont donc rien à faire dans les établissements scolaires. Les missions essentielles de l'école devront être clairement redéfinies pour que partout en France, les élèves puissent bénéficier des mêmes enseignements et que leurs apprentissages ne soient plus pollués par une propagande idéologique néfaste pour eux. Pour conclure, je dirais que voyant mon métier, notre métier dévalorisé, voyant mes collègues de plus en plus sceptiques sur leur vocation, voyant la détermination de nos gouvernements à détruire ce qui faisait la richesse de notre école, constatant la baisse inexorable du niveau de nos élèves, constatant que rien n'est fait pour améliorer les choses, bien au contraire, j'ai décidé d'investir pleinement pour offrir ma modeste contribution à une cause que je trouve juste et indispensable. Les groupes de réflexion, les forums du collectif Racine me semblent être un excellent moyen de réfléchir aux moyens de rebâtir notre école pour garantir à tous les enfants de France l'accès au savoir et le respect de nos valeurs et de nos traditions. Merci de votre attention.